Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle capsule vidéo pour parler de l'anatomie du membre supérieur. On va commencer par la description osseuse de tout le complexe anatomique du membre supérieur avec la scapula, son épine, l'acromion, la fosse supraépineuse, la fosse infraépineuse. On se décale vers la droite, on peut voir l'articulation scapulo-humérale entre la scapula et l'humérus, qui est une articulation sphéroïde, un tiers d'une sphère, donc articulée dans une espèce de glène, donc qui est plutôt creuse. On va avoir, si on rajoute les ligaments, donc la capsule, on va avoir ce qu'on appelle une partie fibrocartilagineuse, le labrum, qui va permettre d'augmenter la congruence et la stabilité de l'articulation. Ensuite, si on passe au niveau antérieur de l'humérus, juste ici, on va apercevoir donc le grand tubercule, le petit tubercule, le sillon intertuberculaire, avec le col anatomique et le col chirurgical. Col anatomique toujours situé en haut, on apprend de haut en bas, donc on commence par l'épaule, on finit par la main. Donc le col anatomique en premier, le col chirurgical en deuxième. On apprend l'anatomie avant de pratiquer la chirurgie. Donc n'oubliez pas le col chirurgical en bas et le col anatomique en haut. Ensuite, les ligaments, donc on a donc trois ligaments qui sont très importants. Les trois ligaments gléno-huméraux, donc supérieur, moyen et inférieur. Supérieur, moyen et inférieur, qui vont venir stabiliser l'articulation scapulo-humérale en antérieur. On a l'articulation coraco-humérale qui va venir accueillir à l'intérieur, donc qui va venir entourer le faisceau du muscle biceps, du long biceps. Ensuite, on a la clavicule avec le sternum. Donc ici, le manubrium qui est ici en bleu, le corps du sternum, ainsi que le processus xiphoïde tout en bas. Donc le manubrium, le corps du sternum et le processus xiphoïde. Juste au-dessus, on a l'articulation donc entre le sternum, la clavicule et la première côte qui forment l'articulation sterno-costo-claviculaire. Deuxième articulation, la troisième articulation, c'est l'articulation entre l'acromion et la clavicule, l'articulation articulaire acromio-claviculaire. Ensuite, juste ici, nous avons une quatrième articulation qui est une articulation formée de bourses séreuses. Donc les bourses séreuses, ce sont des petits coussinets qui vont éviter l'inflammation lors des mouvements de l'épaule, notamment lors de l'abduction. Donc l'articulation, c'est une bourse séreuse, donc la bourse séreuse sous-deltoïdienne et la bourse séreuse sous-acromion, parce qu'elle est située sous l'acromion, voilà, comme son nom l'indique. Ensuite, on a une dernière articulation, donc l'articulation entre la scapula et le thorax, donc l'articulation scapulo-thoracique. Ensuite, on descend au niveau de l'humérus. On a pareil une capsule articulaire qu'on vient enlever. On a des ligaments, les ligaments collatéraux, donc radial et ulnaire. Trois faisceaux, antérieur, moyen et postérieur pour le ulna et pour les ligaments collatéraux radial et les ligaments collatéraux ulnaires, trois faisceaux, antérieur, moyen et postérieur. Ils vont venir stabiliser le bras de chaque côté, à gauche et à droite. Éviter des mouvements un peu valgus varus. Ensuite, donc pour passer à la description musculaire de la partie distale de l'humérus, nous avons le capitulum qui vient s'articuler dans la fossette radiale, vont former une articulation de type sphéroïde. Nous avons l'articulation entre la tête radiale et l'humérus, donc la circonférence annulaire radiale qui va venir s'articuler avec l'incisure radiale de l'ulna. Ils vont former une articulation de type trochléoïde. Ensuite, nous avons la trochlée, juste ici, la trochlée qui va venir s'insérer dans l'incisure trochléenne de l'ulna. Hop, si j'enlève ça, on voit bien qu'il y a une espèce de clé à mollet, ça s'appelle l'incisure trochléaire, dans laquelle vient s'insérer juste ici la trochlée de l'humérus, qui vont permettre les mouvements de flexion et d'extension du coude. On a ici
Le processus, on connaît. Le processus coronoïde, pourquoi coronoïde? Parce que ici, lorsqu'on va faire des mouvements de flexion, le processus coronoïde va rentrer dans ce qu'on appelle la fosse coronoïde. Ensuite, juste en bas, on a la tubérosité donc unaire avec la tubérosité radiale. Tubérosité unaire va recevoir le muscle brachial. La tubérosité radiale va recevoir le muscle du long biceps et court biceps aussi. Les deux faisceaux, de toute façon, ils se terminent sur la tubérosité radiale. Si on descend en bas, donc, et qu'on enlève les ligaments parce qu'on voit rien, on voit donc pareil qu'il y a une incisure. Donc l'incisure, donc là c'est bien la fin du radius, c'est pas la tête, hein. La tête du radius est en haut et la tête de l'ulna est ici en bas. Attention, c'est inversé. Donc on a l'articulation entre le radius et l'ulna, qui est une articulation donc, de type trochoïde, avec l'incisure située cette fois-ci sur le radius, donc l'incisure ulnaire du radius. Hop, je sais pas si on la voit. On a une espèce de cylindre creux dans un cylindre plein. Le cylindre creux étant le radius, la partie terminale du radius, et le cylindre plein, la tête de l'ulna. Pour l'articulation avec les os du carpe, l'ulna n'est pas articulé avec les os du carpe du fait qu'il possède un disque articulaire, et le radius est articulé avec le scaphoïde et le lunatum. Ils vont former une articulation de type ellipsoïde. Donc, pour faire 2-3 précisions, donc l'articulation entre le radius et l'ulna à la partie distale, c'est une articulation de type trochoïde. L'articulation entre le radius et les os du carpe, c'est une articulation de type ellipsoïde. Si on monte, pareil, donc l'articulation radio-ulnaire proximale, c'est pareil, trochoïde, les mouvements de prosupination. Là, on a une articulation sphéroïde entre l'humérus et le radius, et on a une articulation de type trochléenne entre l'humérus et l'ulna. Trochléenne, hein, parce qu'il ne voit rien, et la trochlée. Pas se tromper. Je vais faire une petite précision, parce que j'ai oublié 2-3 ligaments. Donc les ligaments, donc leur nom, une fois que vous avez les os, les noms des os, hein, c'est prenez l'origine, la terminaison, vous avez le nom. Donc là, on a le ligament entre l'acromion et la clavicule, le ligament acromio-claviculaire. Juste en dessous, ici, hop, on a le ligament trapézoïde, le ligament coronoïde qui est juste derrière, ligament entre la coracoïde et l'acromion, le ligament coraco-acromial. Ensuite, on a le ligament coraco-huméral dans lequel va venir passer le long biceps. Les 3 ligaments donc importants qui vont venir stabiliser gléno-huméral sup, moyen, inférieur. Au niveau du sternum, on a les 3 ligaments, le ligament sternoclaviculaire antérieur. On a un ligament interclaviculaire qui va relier les 2 clavicules, juste ici. Il est pareil de l'autre côté. Et on a un ligament en postérieur, juste ici, en bleu. Non, là, voilà, en bleu. Juste ici, je viens de décaler. C'est le ligament sternoclaviculaire postérieur. Donc on en a un antérieur, un postérieur et un interclaviculaire. Voilà pour ce qui concerne les ligaments. Au niveau musculaire, on va essayer de faire ça d'une traite. Hop. Donc on va commencer par le muscle trapèze, le muscle trapèze, 3 faisceaux, faisceau supérieur, occiput, terminaison, donc tiers latéral de la clavicule, action, élévation du moyen d'épaule. Pour trouver l'action, on a l'origine, on a la terminaison, on a le trajet, donc en bas et en dehors. Si on tire la corde, point fixe, point mobile, on a une élévation de l'épaule. Faisceau, donc moyen, C1, C7, on a à peu près un trajet assez horizontal, avec terminaison bord médial de l'acromion, on tire, on aura une adduction
de la scapula. Faisceau inférieur, C7, T12. On vient, donc le faisceau est dirigé en haut et en dehors. On aura, si on tire la scapula vers le bas, on aura un abaissement du moignon de l'épaule. En dessous le trapèze, on a le grand rhomboïde, le petit rhomboïde élévateur de la scapula. Le grand rhomboïde origine T1, T5, terminaison bord médial de la scapula. On tire donc l'action adduction de la scapula, rotation médiale, élévation. Petit rhomboïde, pareil que le grand rhomboïde, mais par contre il s'insère de C7 à T1, terminaison bord médial de la scapula. Donc action, adduction, rotation médiale et élévation, légère élévation. Vous voyez, la scapula pourra se lever, on verra à peu près ici à ce niveau-là, hein, donc c'est une légère élévation. Par contre au niveau de l'adduction, il y aura un potentiel. Ensuite au niveau de l'élévateur de la scapula, l'élévateur de la scapula on ne le voit pas mais il s'insère au niveau des transverses des cervicales. Il aura pour terminaison le bord médial de la scapula. Il aura, comme son nom l'indique, l'action d'élever la scapula. On enlève le grand rhomboïde, le petit rhomboïde, l'élévateur de la scapula. Ensuite, nous avons le deltoïde. Le deltoïde, il a trois faisceaux, le faisceau moyen, le faisceau postérieur et le faisceau antérieur. Donc le faisceau postérieur s'insère au niveau de l'épine et va venir se terminer sur le tubercule, la tubérosité deltoïdienne de l'humérus. Le faisceau moyen au niveau plutôt du bord latéral de l'acromion et le faisceau antérieur au niveau du bord latéral de la clavicule. Le faisceau moyen aura pour fonction une abduction, le faisceau postérieur abduction, mais également une rotation latérale. Quand je viens tirer l'humérus depuis l'arrière, on aura bien une rotation latérale de l'humérus et le faisceau antérieur, rotation médiale de l'humérus, ainsi que l'abduction. Donc on enlève le deltoïde, on retrouve les bourses deltoïdiennes qu'on a pu voir tout à l'heure, bourses sous-acromiales et sous-deltoïdiennes. On arrive au niveau du sus épineux, origine fosse supra-épineuse, terminaison au niveau du tubercule majeur de l'humérus, action, abduction de l'humérus. Infraépineux, origine fosse infraépineuse, terminaison grand tubercule. Hop, on vient, il aura pour action une abduction de la scapula et pour rôle de coopter en gros la tête humérale au niveau de la glène. Et l'infraépineux, vu qu'il est un peu plus en bas, lui il aura pour rôle de faire rotation latérale, mais également adduction de l'humérus. Lui il pourrait faire aussi l'adduction, vous me direz, mais vu qu'il est un peu plus en haut et qu'il est plus au niveau du centre articulaire, vous voyez bien que si vous tirez, il n'y aura pas cette action d'adduction de l'humérus. Enfin, il y aura moins cette action d'adduction que le petit rond. Parce qu'en effet, il est situé plus en bas. Si on serait situé encore plus en bas, on aurait plus de force, plus de bras de levier pour effectuer une adduction. Ensuite, on enlève donc le sus-épineux, infraépineux et petit rond. On a le grand rond et le grand dorsal qu'on va expliquer ensemble. Donc le grand dorsal, il s'insère de T7 à L5. Hop, et aussi au niveau du bord médial de la crête iliaque. Il va venir se terminer jusqu'en haut. Il va venir en avant de l'humérus pour venir s'accrocher sur le petit tubercule. Il aura pour action extension, adduction et rotation médiale. Au même titre que le grand rond qui a le même trajet en haut, en avant et en dehors. Et il aura pour action extension, adduction et rotation médiale. On peut enlever cela. Ensuite, on aura juste en dessous le grand dentelé qui va s'insérer sur les côtes 1 à 10 et sur le bord médial de la scapula. Il y aura pour rôle pareil au même titre que le grand rhomboïde et le petit rhomboïde
de venir fixer la scapula contre le grille thoracique. S'il se contracte, on voit bien qu'il aura pour effet d'attirer la scapula vers le bas, de venir la glisser, donc faire abduction, rotation latérale et un abaissement de la scapula. Ensuite, au niveau du subscapulaire, on voit bien que ce muscle-là s'insère dans la fosse subscapulaire, qui est la face interne de la scapula. Donc si je viens enlever la scapula, vous voyez bien que le subscapulaire s'insère juste devant la scapula, en avant de la scapula. Tac. Et il va venir s'insérer au niveau du tubercule mineur. Il aura pour action de faire une rotation médiale de l'humérus et une adduction. Ensuite, nous avons au niveau donc voilà, antérieur, nous avons le grand pec avec ses 3 faisceaux, faisceau supérieur, moyen et inférieur. Le faisceau supérieur, donc origine tiers médial de la clavicule, terminaison tubercule majeur, fibre orientée en bas et en dehors. Donc il aura pour action d'élever, de faire une adduction horizontale du bras, mais il aura plus de potentialité si on lève le bras un peu plus vers le haut, donc en haut et en dedans. Le faisceau moyen, lui, il aura plus de capacité, donc une action d'attirer l'humérus juste dans le plan horizontal, de faire une adduction horizontale. Quant au faisceau inférieur, il aura pour rôle, action, de faire une adduction plutôt en bas et en dedans. Donc juste en dessous le grand pec, je viens d'enlever le grand pec. Donc juste en dessous du grand pec, on retrouve le petit pectoral. Le petit pectoral s'insère sur les côtes 3, 4 et 5. Et sur le processus coracoïde, il aura pour rôle d'améliorer l'empilation thoracique, de favoriser la respiration. C'est un muscle respiratoire accessoire. Ensuite, au niveau du bras, on enlève le fascia et on peut décrire les muscles. Donc on a le long biceps. Le long biceps qui va venir, il y aura 2 faisceaux, un long là qui est ici et le court. Le court s'insérera sur la coracoïde tandis que le long au niveau de la zone supraglénoïdienne. Il aura pour terminaison les 2 faisceaux, le tubercule, comme on l'a dit tout à l'heure, le tubercule du radius. Hop, je le mets en bleu, tubercule du radius, juste ici. Il aura pour fonction supination et une flexion de l'avant-bras. Hop, on enlève juste en dessous, on retrouve le brachial, le muscle brachial qui aura pour origine la face, donc la partie distale de l'humérus, donc la face médiale et antérolatérale de la partie distale de l'humérus. Et pour terminaison, le tubercule, comme on l'a dit tout à l'heure, le tubercule de l'ulna. Hop, on peut enlever le brachial. Ensuite, nous avons le coracobrachial. Le coracobrachial, comme on l'a dit, s'insère sur la coracoïde et sur le bras, donc sur la face antéromédiale du bras. Il aura pour fonction une adduction. Et comme il est légèrement en arrière, une légère flexion, mais voilà. Donc surtout une adduction. Rôle adducteur. Ensuite, à l'arrière, on retrouve le triceps. Le triceps, 3 faisceaux. Le long aura pour origine la partie infraglénoïdienne. Le biceps, du coup, la zone supraglénoïdienne. Et le triceps, le long faisceau, la zone infraglénoïdienne. Donc on enlève le long faisceau, on a le faisceau latéral et le faisceau médial qui auront tous pour terminaison l'olécrâne. Tac, l'olécrâne juste ici. Hop, si on la remet, ça sur l'olécrâne, il aura pour fonction une extension de l'avant-bras. Voilà pour ce qui est des muscles de l'épaule et du bras. Avant de passer à la description musculaire de l'avant-bras, j'aimerais donner 2-3 petits tips. Des petits tips.
comment vous dire ça? Pour ce qui est des plans et des axes. Plan et axe, donc c'est en première année, c'est un peu confus. Donc plan, axe, flexion, extension, plan, on se met dans un plan sagittal. L'axe, c'est pas pareil. L'axe, c'est comme si je prenais le stylo, je venais le planter au niveau de l'épaule. Pour faire une flexion-extension, il faudra bien que je plante le stylo de gauche à droite dans le plan horizontal. Donc ça sera un plan. Si je regarde, c'est le plan sagittal, mais ça sera un axe frontal. Si je me mets pour des mouvements d'adduction et d'abduction, je me mets dans un plan frontal, mais l'axe sera sagittal. Donc je plante le stylo dans l'épaule, hop, d'avant en arrière. Pour des mouvements de rotation, je me mets dans un plan transversal, mais ça sera un axe vertical. Je plante le stylo de haut en bas. Donc plan transversal, axe vertical. Pour apprendre les muscles, rien de beau d'apprendre les cours de Bouza, les cours là, les diapos par cœur et tout. Il faut savoir l'origine, la terminaison. Imaginez-vous l'origine, le trajet des muscles, dessinez-les, mettez-vous quand vous récitez un muscle, faites-le, dessinez-vous, essayez de vous le représenter sur vous, etc. etc. Excusez-moi. Donc, essayez de vous le représenter à fond, etc. Pour ce qui concerne les articulations, si vous ne savez pas, l'articulation sphéroïde, c'est l'articulation dans les 3 plans de l'espace. Flexion, extension, rotation latérale, rotation médiane. Tout ce qui est flexion, extension, si on fait que flexion, extension, c'est une ganglime. Pour tout ce qui est l'articulation au niveau, tout simplement, au niveau de la main, donc entre... entre tout ce qui est métacarpien et les phalanges, la première phalange, donc l'articulation entre le métacarpien et la phalange, donc cette articulation-là, vous voyez bien que je peux faire des demi-cercles, donc je peux faire que flexion, extension, adduction, adduction, je ne peux pas faire de rotation avec mon doigt, c'est des ellipsoïdes, pareil. Donc l'articulation entre le métacarpien et la phalange, c'est la même que pour le poignet. Je ne peux pas faire de rotation avec le poignet. Par contre, on a vu, entre le radius et l'ulna, il y a l'incisure radiale l'incisure ulnaire du radius, et au-dessus, donc en proximal, l'incisure radiale de l'ulna, pardon. Et ça, ce sont des articulations dites trochoïdes qui contiennent les mouvements de prosupination. Donc l'articulation entre le radius et les os du carpe, c'est une articulation ellipsoïde. Là, pareil, ellipsoïde, je peux faire des demi-cercles. Là, je peux faire que flexion, extension, donc ganglime, ganglime. Donc ganglime, ganglime, ellipsoïde. Là, ce sont dans la main, je peux pas bouger, je peux rien bouger, ce sont des articulations planes. Le pouce, c'est spécial, c'est une articulation en selle. Donc là, pareil, l'articulation entre les deux phalanges, je peux faire que flexion, extension, donc ganglime. Le poignet, je peux faire des demi-cercles, donc je peux pas faire de rotation, donc attention, c'est l'avant-bras qui fait les mouvements de rotation, pas le poignet. Donc c'est une ellipsoïde. Et au niveau de l'avant-bras, donc on a trochoïde. Donc trochoïde. Là, pareil, flexion, extension, donc ganglime au niveau de la trochlée. On a une petite articulation sphéroïde, donc entre le capitulum et la tête du radius, pardon. Donc là, c'est une articulation sphéroïde, mais globalement, flexion, extension, c'est une ganglime, donc une articulation trochléenne. Articulation trochléenne et ganglime, c'est la même chose, c'est la même articulation. Là, on a articulation dans les 3 plans, on peut faire rotation interne, externe, flexion, extension, rotation médiale, rotation latérale, sphéroïde. Voilà, petit aparté. Ah oui, et articulation condylaire est égale à articulation ellipsoïde. Aussi à retenir. C'est les mêmes articulations. C'est la même chose, c'est le même nom, il y a 2 noms différents, mais c'est la même chose. Condylaire égale ellipsoïde et trochléenne égale ganglime. C'est la même chose.